Bonjour et bienvenue à cette troisième séance d'économétrie. Nous allons aujourd'hui étudier les modèles de régression linéaire multiple. Spécialement, on va voir l'importance du modèle de régression multiple, les hypothèses qui sont spécifiques à ces modèles, l'estimation et l'inférence dans les modèles de régression multiple, la mesure de la qualité d'ajustement ainsi que la prévision dans ces modèles. D'abord, il faut retenir que les modèles de régression linéaire que nous avons déjà analysés et dont nous avons déjà parlé conduisent généralement à des analyses limitées aux phénomènes économiques qui sont expliqués par un seul facteur. Et cela relève généralement d'une simplification de la théorie économique et même une simplification à outrance. Mais dans la plupart des cas, on a les modèles où on utilise les modèles de régression linéaire simples dans les cas d'une simplification comme je venais de le dire en fait. Alors, mais la plupart des phénomènes économiques ne sont pas expliqués par un seul facteur. Et c'est là qui justifie en fait l'utilisation de modèles de régression multiple où un phénomène, une variable, est expliqué par plusieurs autres phénomènes économiques pour mettre en exergue l'interdépendance de cette variable dépendante sur plusieurs facteurs. Alors, pour prendre en compte ces relations, cette relation entre une variable dépendante et plusieurs variables indépendantes, on fait recours au modèle de régression multiple. Par exemple, si on veut étudier la relation entre la quantité demandée d'un bien par les consommateurs, il est vrai que la quantité demandée d'un bien dépend du prix de ce bien-là. Et si nous nous limitons à expliquer la quantité demandée par son prix, il s'agit là d'un modèle de régression linéaire simple. Mais cela relève d'une simplification un peu à outrance parce qu'il y a d'autres facteurs qui expliquent également la quantité demandée d'un bien, la demande d'un bien par un consommateur, c'est notamment les prix des biens substituables et complémentaires à ces biens-là, ainsi que les revenus du consommateur. Et si nous voulons considérer par exemple une autre relation entre la production du cuivre et les niveaux du capital et de la main-d'œuvre utilisée, il s'agit là aussi d'une relation, d'une régression multiple. Il y a plein de relations en économie qui nécessitent l'utilisation des modèles de régression multiple. Par exemple, l'étude de la relation entre les dépenses de consommation et les revenus disponibles, la consommation des ménages, les revenus disponibles, les actifs financiers détenus par les ménages, ainsi que les taux d'inflation ou les taux d'intérêt. Tout ça, ce sont des facteurs qui peuvent expliquer la dépense de consommation. Alors, il faut retenir quelque chose de très important, c'est que les modèles de régression étudie en fait une relation de cause à effet. Les causes étant les variables indépendantes et l'effet étant sur la variable dépendante. Alors, passons à la spécification. Comme vous le savez, la démarche économétrique commence toujours par la spécification du modèle. Un modèle de régression linéaire multiple comporte k variables indépendantes, k variables explicatives. Et nous pouvons les spécifier de la manière suivante. yi, c'est la variable dépendante pour l'observation i. Et là, nous avons k variables indépendantes, yi, variable dépendante, et définie sur l'échantillon de n individus. Alors, nous avons les variables indépendantes, représentées par la matrice X, et une variable xk,
Donc, K allant de 1 à K majuscule, c'est une variable indépendante et les grandeurs bêta K, donc indicées par K allant de 1 au nombre de variables, donc à K majuscule, ici nous avons un K minuscule, alors ça fait les paramètres inconnus qui sont à estimer en utilisant les modèles de régression et la technique appropriée. Et enfin, nous avons les termes d'erreur, UI, qui capte, comme on a déjà dit dans les tout premiers chapitres, dans le chapitre introductif, ça capte l'effet des variables non inclus dans les modèles ou les erreurs de mesure dans les variables. Alors, ces modèles-là, de régression multiple, est défini sur un échantillon de n individus ou n entreprises. Alors, nous pouvons écrire ces modèles sous une forme matricielle en posant y, les vecteurs y, définis comme les vecteurs de toutes les observations sur la variable dépendante, et c'est un vecteur de dimension n fois 1, et nous avons la matrice x de toutes les variables indépendantes, qui est une matrice de dimension n fois k, n c'est le nombre d'observations, et k c'est le nombre de variables indépendantes. Et nous avons également les vecteurs b, bêta plutôt, qui est le vecteur de tous les paramètres à estimer dans les modèles. C'est un vecteur de dimension k fois 1. Et au total, nous avons k majuscule paramètres. Et les k majuscule est égal à k minuscule plus 1. C'est-à-dire il y a 1 qui représente la constante du modèle, et les autres variables indépendantes qu'on peut peut-être appeler les variables indépendantes authentiques. Et puis nous avons aussi les termes d'erreur qui est un vecteur de termes d'erreur qui est un vecteur de dimension n fois 1. Et nous pouvons écrire ce modèle en écriture matricielle de la manière suivante. Donc, vous avez la matrice X, les vecteurs bêta et les vecteurs de termes d'erreur. Alors, les hypothèses du modèle. Comme nous avons vu dans les modèles de régression linéaire simple, il y avait des hypothèses. Ici, il y a également les hypothèses du modèle. La première hypothèse, c'est la linéarité. Donc, les modèles de régression multiple, c'est un modèle linéaire. L'hypothèse numéro 2, c'est la centralité des erreurs, c'est-à-dire les erreurs sont en moyenne les vecteurs d'erreur. La moyenne du vecteur des erreurs est égale à 0. C'est un vecteur nul. Donc, on dit généralement que les erreurs sont centrées autour des zéros. L'hypothèse numéro 3, c'est l'indépendance linéaire des variables indépendantes. Alors, et par conséquent, sur le plan mathématique, la matrice X a un rang qui est égal à K, donc le nombre de variables indépendantes. Et cette hypothèse est aussi appelée l'hypothèse d'absence de multicollinéarité. L'hypothèse numéro 4, c'est l'hypothèse qui dit que les variables indépendantes sont observées sans erreur. Et sur le plan statistique, cela correspond à une covariance nulle entre la matrice des variables indépendantes et les vecteurs des termes d'erreur. Et c'est l'hypothèse de la non-stochasticité de la matrice X. Ensuite vient l'hypothèse d'homocédasticité qui dit tout simplement que la variance du terme d'erreur est constante. Et finalement, nous avons l'hypothèse de la normalité qui stipule que les termes d'erreur, les vecteurs de termes d'erreur est normalement distribué, donc identiquement et indépendamment normalement distribué avec une moyenne nulle et une variance qui est égale à sigma carré multiplié par I, qui est la matrice identité des dimensions K fois K. Alors, les zéros ici n'est rien d'autre que l'hypothèse numéro 2 et la variance n'est rien d'autre que l'hypothèse numéro 5. Et cette hypothèse numéro 5 peut être représentée en écriture matricielle de la manière suivante. Donc, vous multipliez U par sa transposée et vous avez ces résultats que vous avez là, dans la matrice des covariances entre les différentes erreurs.
Et quand nous appliquons l'hypothèse 2 et l'hypothèse numéro 5, donc l'hypothèse numéro 5, cela revient à écrire la matrice diagonale dont les éléments de la diagonale sont identiquement égaux à la variance des résidus ou des erreurs plutôt. Alors, puis c'est sigma carré multiplié par la matrice d'identité. C'est exactement ce que nous avons écrit au niveau de l'hypothèse numéro 5. Alors, cette hypothèse ici, dans l'hypothèse numéro 5, c'est ce que nous avons là. Alors, cette hypothèse numéro 5, en fait, renferme en son sein deux cas spéciaux. Premièrement, c'est l'homocédasticité, donc la variance constante. C'est que tous les éléments de la diagonale principale ont une variance qui est identiquement égale à sigma carré. Et les éléments en dehors de la diagonale principale mesurent en fait la covariance entre un terme d'erreur I et un terme d'erreur J. Alors, cela est égal à 0. Et cette hypothèse dit tout simplement qu'il n'y a pas d'interdépendance, des liens d'association entre les erreurs des différentes observations. Donc, cette hypothèse est appelée l'hypothèse de l'absence d'autocorrélation. Alors, étant donné ces hypothèses-là, le modèle peut être estimé avec les méthodes appropriées. Et il y a généralement trois méthodes qui sont utilisées, à savoir la méthode des moindres carrés ordinaires, la méthode des moments et la méthode du maximum de vraisemblance. Mais dans cet exposé, je vais tout simplement parler de la méthode de moindre carré ordinaire. Mais cependant, on peut démontrer que les estimateurs des deux autres méthodes, c'est-à-dire la méthode des moments et la méthode du maximum de vraisemblance, sont identiques aux estimateurs de la méthode des moindres carrés sous les hypothèses que nous avons annoncées. Alors, chaque méthode a un principe. Par exemple, je commence par la méthode des moments. Le principe de la méthode des moments, c'est estimer les paramètres du modèle ou alors trouver les valeurs numériques des paramètres du modèle en utilisant les contreparties d'échantillonnage des moments de la population. Là, on va utiliser spécialement l'hypothèse numéro 2 et l'hypothèse qui dit que les variables indépendantes sont observées sans erreur. Et la méthode du maximum de vraisemblance a pour principe estimer les valeurs numériques ou calculer les valeurs numériques des paramètres en maximisant la fonction de vraisemblance de l'échantillon. Alors, maintenant, pour revenir à la méthode que nous allons exposer ici, la méthode des moindres carrés, elle a aussi un principe. Et ce principe-là consiste à estimer les paramètres du modèle en minimisant la somme des carrés des résidus de la régression. Il faut faire la différence entre les termes d'erreur et les résidus. Le terme d'erreur, c'est dans la spécification du modèle concernant les caractéristiques de la population, mais les résidus, c'est la partie résiduelle, donc qui n'est pas prise en compte, si on peut bien dire, qui n'est pas prise en compte par la régression. C'est-à-dire, vous estimez les modèles, une partie de la variable dépendante est expliquée par les modèles, mais la partie qui n'est pas expliquée est appelée le résidu. Et si nous avons les vecteurs estimés, donc bêta chapeau, c'est les vecteurs des valeurs estimées, nous pouvons définir les résidus de la régression, un vecteur bien sûr, comme étant y moins x bêta chapeau. Alors, les carrés de ces vecteurs des résidus est calculé de la manière suivante. Donc, vous prenez les carrés, c'est un vecteur, donc vous transposez les vecteurs, vous les multipliez par lui-même, ça vous donne une constante. Voilà, nous avons tous ces calculs. Et la dernière expression ici est obtenue en posant ceci, en posant que y' bêta chapeau, ou pas en posant, mais en considérant le fait que x' bêta est égal à la transposée de x', la transposée de
de bêta x', y. Donc, tout ça, ce sont des constantes. Donc, cette constante est égale à cette constante-là. Donc, c'est la somme des carrés résiduels. Alors, parce que nous parlons de la minimisation, donc l'optimisation, la minimisation, donc il faut trouver les conditions de premier ordre, dériver la somme des carrés résiduels par rapport au vecteur des estimateurs. Et cela nous conduit, et il faut toujours égaliser à 0 parce que nous sommes en train de minimiser. Et cela nous conduit aux équations normales. Donc, si dans cette dérivée, vous faites passer ces termes à droite, et vous éliminez moins 2 partout, ça va vous donner cette expression qui est un système d'équations qu'on appelle les équations normales. Et la solution de ces systèmes d'équations nous donne les vecteurs des valeurs estimées des paramètres de notre modèle, qui est en fait égal à bêta chapeau égale x', bêta x' inverse multiplié par x', y. X', c'est la matrice de je peux appeler ça la matrice de covariance des variables ou la matrice des produits croisés des variables observées. Bon, même la matrice de covariance, ça peut aussi marcher sur cette nomination-là. Alors, il est très important que les variables indépendantes soient vraiment indépendantes. C'est-à-dire que ça doit être linéairement indépendante pour que la matrice inverse ici puisse exister. Et par conséquent, cela veut dire tout simplement que si la multicollinéarité n'est pas présente, alors on peut trouver les valeurs estimées de manière unique. Alors, ces équations normales dont je viens tout à l'heure de parler peuvent être montrées pour des cas spécifiques. Par exemple, lorsqu'il K petit k minuscule est égal à 2. Et si k minuscule est égal à 2, c'est-à-dire k majuscule est égal à 3. Parce qu'il y a toujours la constante dont il faut tenir compte. Alors à ce moment-là, le modèle va s'écrire de cette façon ici. Vous avez deux variables indépendantes. Et la somme des carrés résiduels prend cette forme ici. Alors par conséquent, en appliquant les conditions de premier ordre, vous allez obtenir trois équations normales. Un système à trois équations. Un système linéaire. Donc la première, la deuxième et la troisième. Et ce sont ces trois équations que nous devons résoudre pour obtenir les valeurs numériques des paramètres du modèle. Alors, la première chose que nous pouvons faire ici, c'est de considérer l'équation numéro 1. Elle dit la somme de y est égale à n bêta chapeau 1 multiplié plus bêta 2 chapeau, la somme de x2 plus bêta 3 chapeau, la somme de x3. Alors, si nous divisons cette équation par n, nous allons en fait exprimer cette équation-là en termes de moyenne. Et les moyennes des différentes variables, notamment la variable dépendante et les variables indépendantes, ce sont des quantités qui sont connues. Et par conséquent, nous allons obtenir une équation qui nous permet de résoudre ou de trouver la valeur de bêta chapeau. Donc, bêta chapeau 1 sera égal à y bar, la moyenne de la variable dépendante, moins bêta 2 chapeau x2 bar, moins bêta 3 chapeau x3 bar. Donc, vous voyez, ça c'est déjà la première équation qui nous permet d'obtenir l'estimateur ou la valeur numérique de bêta 1. Alors, ce qui reste, c'est la valeur numérique ou les valeurs numériques de bêta 1 et de bêta 2. Alors, pour cela, nous allons utiliser l'équation numéro 2 et l'équation numéro 3. Comment on va les faire? Nous allons d'abord remplacer cette valeur bêta 1 là où elle se trouve dans les deux équations. Donc, on va substituer bêta 1 pour sa valeur ou son expression que nous avons obtenue. Alors, si nous faisons cela, voici les deux équations. On va obtenir un système à deux équations et deux inconnus. Donc, les inconnus sont bêta chapeau 2 et bêta chapeau 3. Et les restes, ce sont les variables, les quantités connues parce que nous avons les données à partir de notre échantillon. Alors, l'étape maintenant consiste à trouver la valeur de bêta 2
bêta 2 chapeau et bêta 3 chapeau. Alors, pour faciliter le calcul, ou pour faciliter la compréhension, définissons les quantités suivantes. S de 2, c'est cette quantité ici. C'est la somme de xd carré moins n multiplié par x2 bar carré. La même chose pour x de 3, qui est cette somme ici. La somme des produits x2, x3 moins n multiplié par x2 bar multiplié par x3 bar. On définit cela comme la somme comme étant S indice de 2. Et S indice 3 est défini de la même manière que S indice de 2. Et nous définissons également pour les termes constants ici, nous disons les termes qui sont à gauche, nous définissons S de Y. 2, c'est la variable indépendante 2 et Y, c'est la variable dépendante. Nous définissons les valeurs de cette façon-là et nous définissons aussi la somme des carrés des valeurs de Y par rapport à leur moyenne comme étant S, Y, Y. Et cela nous ramène à un système à réécrire les systèmes à deux équations, deux inconnues de cette façon ici. Et nous pouvons résoudre cette équation, ce système et pourquoi pas le représenter en écriture matricielle. Donc vous avez cette écriture matricielle et vous savez très bien comment résoudre un petit système comme celui-ci. Alors, vous avez les choix entre différentes méthodes. Vous pouvez utiliser la méthode de substitution si vous voulez bien. Vous pouvez utiliser la méthode de l'inverse matricielle, mais je sais que vous aimez bien la méthode de Cramer. Alors, vous pouvez utiliser la méthode de Cramer pour résoudre ces systèmes. Et voici cette application de la méthode de Cramer nous donne les valeurs suivantes pour bêta 2 chapeau et bêta 3 chapeau. Alors, dès que vous avez trouvé les valeurs de bêta 2 chapeau et bêta 3 chapeau, vous pouvez alors rentrer en arrière, un peu en arrière, pour utiliser la formule de bêta 1 chapeau afin de calculer sa valeur. Okay? C'est ce que nous avons ici. Donc, il faut retenir ainsi ce qui suit pour estimer un modèle de régression avec deux variables indépendantes. Premièrement, vous calculez les moyennes des variables dans votre échantillon. D'abord, la moyenne de y, donc la moyenne de la variable dépendante, et les moyennes de toutes les autres variables. Et puis, vous calculez les quantités suivantes des différentes sommes. Troisièmement, vous appliquez les formules de calcul de bêta 2 chapeau, bêta 3 chapeau. Et enfin, une fois ces valeurs trouvées, vous pouvez appliquer la formule de calcul de bêta 1 chapeau pour trouver sa valeur. Et à ce moment-là, vous aurez estimé le modèle de régression multiple avec deux variables. Alors, si le nombre de variables indépendantes authentiques est égal à 3, donc ça veut dire au total, il y a 4 paramètres à estimer, voici comment le modèle sera spécifié. Et les équations normales, donc ça, vous définissez la somme des carrés résiduels, vous la minimisez par rapport à chacun des paramètres et ces équations normales vont premièrement fournir la valeur de bêta 1 en termes de moyenne, okay, comme on l'a fait dans le cas précédent. Et puis vous définissez également les différentes quantités des produits par rapport aux écarts, des produits des différentes variables par rapport à les écarts par rapport à leur moyenne. Vous allez définir différentes variables et vous allez aussi obtenir ce système d'équation, cette fois-ci qui est un système d'équation qui a 3 inconnus et 3 équations, donc par conséquent, on peut trouver une solution unique. Alors, vous pouvez utiliser cela, ces 3 équations, pour estimer les modèles et obtenir les valeurs empiriques de vos estimations, vos paramètres. Mais cependant, cette procédure deviendra de plus en plus encombrante avec l'augmentation des variables, du nombre de variables indépendantes. C'est ainsi qu'aujourd'hui, il n'est plus question pour les chercheurs ou l'analyste
de calculer à la main, ces genres de faire à la main ce genre de calculs, parce qu'aujourd'hui, il y a des logiciels qui existent qui peuvent faciliter la tâche de l'analyste. Par conséquent, les chercheurs que vous êtes, vous allez plus vous concentrer sur l'interprétation des résultats, plutôt que vous mettre à appliquer les formules. Mais cependant, vous devez être en mesure de comprendre, de savoir qu'est-ce que votre programme est en train de faire. Quelles sont les formules, même si vous ne les mémorisez pas, mais vous avez néanmoins, vous savez qu'est-ce que votre programme est en train de faire. Alors, nous allons illustrer la méthode de moins de carré en considérant la relation entre les dépenses de consommation des ménages, que nous allons appeler C, donc C indice T, et deux variables indépendantes. Ces variables sont les taux d'intérêt et le revenu disponible. Et rappelez-vous, très bien, si je ne vous l'ai pas dit au début, il faut savoir que pour mieux faire l'économétrie, il faut, en dehors de la maîtrise que vous pouvez avoir des statistiques et des mathématiques, vous devez bien maîtriser votre théorie économique. Parce que les relations que nous essayons de modéliser, ce sont les relations qui proviennent de la théorie économique et dans lesquelles nous tenons compte de l'incertitude sous forme du terme d'erreur. Alors, ces modèles est spécifié pour 46 trimestres de données qui sont mesurés en millions d'unités monétaires pour la consommation et les revenus disponibles et en pourcentage pour les taux d'intérêt. Alors, pour des raisons de notation, c'est Y. I, c'est Y. C'est YI. On va appeler ça X plutôt. I sera X1. Non, en fait, ce sera X2. Excusez les typos. Et YD sera notre Y3, en fait. Vous allez corriger ça dans la suite. Alors, les valeurs, les différentes composantes qui nous permettent d'appliquer les formules que j'ai énoncées avant sont ici. Donc, nous avons besoin de la taille de l'échantillon. Nous avons besoin de la somme de toutes les variables dans le modèle. Et nous avons besoin des sommes carrées de toutes les variables. Et ensuite, la somme des produits croisés des différentes variables. Alors, vous pouvez ainsi calculer la moyenne. La moyenne de Y sera 28 divisé par 46. C'est de X2, donc le taux d'intérêt c'est 76 divisé par 46. Et pour les revenus disponibles, donc X3, c'est 72 ou 72 divisé par 46. Et vous avez les différentes valeurs qui sont là. C'est la moyenne du revenu disponible, la moyenne du taux d'intérêt et la moyenne, ça c'est oui, c'est la consommation, ok, les taux d'intérêt et les revenus disponibles. Alors, tous les calculs dont nous avons, les différentes sommes dont nous avons besoin, enfin on a besoin de 6 sommes différentes, c'est SD2, S33, SYY, S2Y, S3Y et S33. Alors, ces différents calculs sont là. Donc, vous avez les différentes sommes et leurs formules. Et tout ce qui reste, c'est appliquer maintenant les formules que nous avons vues, qui proviennent en fait de la méthode de Cramer pour bêta 2 chapeaux et bêta 3 chapeaux. Je voudrais profiter pour vous dire ceci. Si vous voulez bien maîtriser l'économétrie ici, vous devez vous-même prendre l'engagement de travailler. C'est de reprendre ces formules, vous-même, vous calculez, prenez votre calculatrice et faites ça. Ça vous permettra d'asseoir la matière, au lieu tout simplement de regarder la vidéo et vous contenter des calculs que le professeur a fait. Donc, faites ça pour tous les cours à caractère quantitatif. C'est ce qui vous permettra de bien approfondir la matière, de bien comprendre les choses. Donc, vous avez ici bêta 2, chapeau, bêta 3, calculé. Donc, bêta
2 chapeaux, c'est moins 0,1672. Bêta 3 chapeaux, c'est 0,4382. Et étant donné les valeurs de bêta 1, bêta 2, bêta 3, nous pouvons calculer bêta 1 qui est égal à 0,1991. Alors, parce que nous avons déjà estimé, nous avons les valeurs des paramètres estimés, nous pouvons alors écrire l'équation estimée. L'équation estimée, c'est la valeur ajustée de la consommation. C'est C chapeau, CT chapeau est égal à la constante moins 0,1672 dans les taux d'intérêt plus 0,4382 YD. Ça, c'est l'équation estimée ou l'ajustement, l'équation d'ajustement de nos données. Comment alors pouvons-nous interpréter? L'interprétation des résultats doit être basée sur la théorie sous-jacente. Il faut vraiment savoir ça. Voilà où se trouve l'importance de la théorie économique. Donc ici, sur base de la théorie économique, nous savons que la constante de la fonction de consommation keynésienne, si vous voulez bien, représente la consommation autonome ou la consommation incompressible. Donc ici, la valeur de 0,1991 représente la consommation autonome des ménages. Et rappelez-vous, c'est un million. Donc, si vous voulez trouver la valeur monétaire, multipliez par 1 million pour trouver pratiquement 199 ou 199 100 unités monétaires. Là, ça vous donne la consommation incompressible. Ça veut dire la consommation lorsque les revenus sont nuls, lorsque le taux d'intérêt est aussi nul. Et nous constatons également que l'estimateur, les coefficients liés au taux d'intérêt est négatif. Donc, ça veut dire que lorsque le taux d'intérêt augmente, la dépense de consommation diminue. Et ça, c'est conforme à la théorie économique, spécialement en ce qui concerne les choix intertemporels entre la consommation aujourd'hui, la consommation présente et la consommation future. Si les taux d'intérêt augmentent, les ménages auront tendance à diminuer leur consommation courante pour investir plus afin de consommer plus dans le futur. Donc, ces signes ici, économiquement, a un sens. Ensuite vient l'autre coefficient, c'est bêta 3, qui, en fait, sur le plan économique, de la théorie économique, n'est rien d'autre que la propension marginale à consommer. Et cette propension marginale est positive, comme vous le savez, c'est compris entre 0 et 1. Hein, bien sûr, on exclut les deux bornes extrêmes. Donc, théoriquement parlant, les signes est bon, bien qu'on n'a pas encore jugé la signification statistique. Donc, ceci veut dire tout simplement que les ménages de cette économie fictive consacrent 43,82% de chaque unité monétaire additionnelle à la consommation. Donc, ça, c'est très important. Il faut savoir interpréter les résultats. Ne vous limitez pas tout simplement aux aspects économétriques, aux aspects statistiques, mais il faut que votre modèle, les modèles estimés racontent une histoire économique, racontent une explication basée sur la théorie. Alors, une fois que vous avez estimé votre modèle, vous pouvez en juger la qualité d'ajustement. Et pour le faire, nous utilisons les coefficients de détermination, comme nous l'avons fait dans les chapitres précédents. Et je vous rappelle ici les différentes formules, disons la formule du coefficient de détermination dans les modèles de régression simple. En fait, je vais vous donner chaque fois un groupe de 3 formules. La première formule vous donne la somme des carrés résiduels. Et je vais vous dire quelque chose à ce niveau. Ça dépend des auteurs. En fait, il y a des auteurs qui représentent la SCR comme la somme des carrés de la régression. Et par conséquent, la SCE sera la somme des carrés des erreurs. Et il y en a ceux qui font l'inverse. C'est-à-dire, la SCR, c'est la somme des carrés résiduels. Et la SCE, c'est la somme des carrés expliqués. Donc,
c'est ça la convention que j'ai adoptée ici, c'est que SCR, c'est la somme des carrés résiduels. Et SCE, la somme des carrés expliquée. Voilà, faites bien la différence. Et vous avez la formule pour les coefficients de détermination. Mais si nous avons K deux variables indépendantes, bien sûr en dehors de la constante, la somme des carrés résiduels, voici la formule de la somme des carrés résiduels, et la somme des carrés expliquée, ainsi que la somme, les coefficients de détermination. R carré Y.23, ça veut dire R carré étant donné des variables, la proportion en fait de la proportion de la variation de Y expliquée par les variables 2 et 3. Et si K est égal à 3, donc dans un modèle où vous avez 3 variables indépendantes, à l'exception de la constante, je réponds toujours, alors à ce moment-là, voici les formules. Mais au fur et à mesure que nous augmentons la taille, le nombre de variables, alors nous adoptons plus la notation matricielle. Et à ce moment-là, les carrés d'un vecteur, lorsque nous calculons les carrés d'un vecteur, c'est y, par exemple dans le cas de y, c'est y'. Et pour tenir compte des écarts par rapport à la moyenne, nous retranchons ny bar au carré. Et là, nous calculons la somme des carrés. SCT, c'est la somme des carrés totales. Et la somme des carrés résiduels, c'est, nous avons déjà vu un peu avant, c'est cette formule. Vous avez y moins la valeur ajustée et vous calculez les carrés. Et la somme des carrés expliquée, c'est bêta x' x bêta moins ny bar carré. La raison pour laquelle on a ajouté ny bar carré à la somme de carrés expliquée, c'est pour établir l'équilibre avec ce que la soustraction que nous avons fait au niveau de la somme des carrés totale, parce que la somme des carrés totale doit être égale à la somme des carrés expliquée et la somme des carrés résiduels. Alors, interprétation. Comment interprète-t-on les coefficients de détermination? Il faut tout simplement retenir que R carré, c'est la proportion de la variation de la variable dépendante qui est expliquée par la combinaison linéaire des variables indépendantes. On peut dire alternativement, c'est la proportion de la variation de la variable dépendante qui est expliquée par la régression ou expliquée par les variables indépendantes. Mais cependant, il faut remarquer que R carré, la valeur de R carré, donc du coefficient de détermination, ne peut jamais diminuer lorsqu'on ajoute une variable additionnelle à la régression, même si cette variable-là n'est pas significative, n'a pas un pouvoir explicatif pour les modèles. Et à ce moment-là, si tel est le cas, le mieux que les coefficients de corrélation peuvent faire, c'est rester constant. C'est ainsi que pour tenir compte de cette lacune, alors on adopte d'utiliser les coefficients de corrélation ajustés, qui tient compte des degrés de liberté. C'est ainsi que sa formule est égale à 1 moins la somme des carrés résiduels divisé par les nombres de degrés de liberté pour cette somme-là qui est égale à n moins k, et la somme des carrés total qui est égale à la somme des carrés total divisée par n moins 1 qui représente les degrés de liberté pour la somme des carrés total. Alors, dans ce cas-là, nous pouvons également, quand on va calculer les coefficients R bar au carré, peut augmenter ne peut augmenter que lorsque la variable indépendante ajoutée au modèle a un pouvoir explicatif évident sur la variable indépendante. Au cas contraire, R bar au carré va diminuer. Et il y a une relation entre les deux, la relation entre R carré et R bar au carré est donnée ici, en bas de cette page. Donc ça c'est là. Vous trouvez R carré
bar à partir de R carré, il faut appliquer cette formule ici. Alors, comment peut-on utiliser les coefficients de détermination? Premièrement, c'est pour juger la qualité de l'ajustement de votre modèle, donc l'ajustement de votre modèle aux données. Et généralement, il y a un seuil de 60% qui est acceptable pour dire qu'un modèle ajuste assez bien les données à notre disposition. Mais il faut retenir qu'il y a des cas où, des situations où un R carré de moins de 60% est acceptable. Ça dépend de la qualité des données, de la nature des données, je vais dire. Alors, mais R carré peut aussi nous aider à sélectionner les modèles. Si vous avez plusieurs modèles qui sont des spécifications alternatives des unes et des autres, nous pouvons utiliser R carré comme étant un critère de choix entre les modèles. Et dans ces cas bien précis, on acceptera, on dira qu'un modèle est meilleur lorsqu'il a un coefficient de détermination plus élevé que tous les autres. OK. Mais cependant, il y a aussi d'autres critères qu'on peut utiliser pour choisir entre les modèles. C'est notamment les critères de choix et les critères d'information d'Akaike. Akaike Information Criterion, dont les formules sont là. Donc, ici, ces formules sont généralement basées sur la somme des carrés résiduels. Donc, voici les formules. Donc, dans tous les cas, vous avez le logarithme de la moyenne de cette somme-là, plus un terme qui tient compte du degré de liberté. Alors, pour ces critères-là, le choix n'est pas basé sur la valeur la plus élevée. Mais au contraire, on choisira un meilleur modèle comme celui qui a la valeur qui minimise les critères. C'est-à-dire, on choisira le modèle qui a un critère le plus bas possible, les critères minimum de Schwarz ou d'Akaike. Mais faites attention, ne comparez pas les résultats des deux critères pour choisir les modèles. Donc, si vous avez 5 modèles, calculez les critères de Schwarz et les critères d'Akaike pour chacun des modèles et vous choisissez sur base des critères homogènes, en fait, si je veux dire ainsi, Akaike pour Akaike et Schwarz pour Schwarz. Mais en général, les deux critères conduisent au même résultat, donc à la même conclusion. Donc, pour illustrer les calculs de R carré et aussi du critère de Schwarz et de Akaike, la valeur R carré sur base du modèle que nous étions en train d'analyser est calculée ici-bas et elle est égale à 0,0802. Alors, parce que R carré varie entre 0 et 1, nous pouvons exprimer cela en pourcentage. D'ailleurs, c'est ça même l'interprétation de R carré. Et si nous le faisons, nous trouvons que la proportion de la consommation, des dépenses de consommation, c'est l'interprétation, expliquée par les taux d'intérêt et les revenus disponibles dans cette économie fictive est de 8%. Une proportion très, très faible. Alors, quand vous vous trouvez devant un résultat pareil, ça vous donne l'idée de dire, voilà, il y a peut-être d'autres facteurs. En fait, la partie aléatoire, donc la partie résiduelle, représente pratiquement 92%. Donc, vous pouvez revoir votre modèle en ajoutant d'autres variables telles que les remittances, ce que les gens appellent généralement des transferts. Les remittances, les transferts de l'étranger qui proviennent d'autres personnes, ou alors les transferts par l'État. Vous pouvez également considérer les actifs financiers des ménages comme étant des variables additionnelles dans l'explication de la consommation. Donc, avec un taux faible comme celui-là, les modèles ajustent très mal les données. Alors, on peut également calculer les critères de choix et d'Akaike. Pour les faire, il faut d'abord trouver la somme des carrés résiduels qui est calculée par cette formule ou alternativement par cette autre formule. Et elle est égale à 1019,06882. Alors, par conséquent, juste
en appliquant la formule, nous avons un critère d'accueil qui est de 3,1850 et un critère de Schwarz qui est égal à 3,2646. Mais ces critères ne sont calculés que pour un seul modèle. Et par conséquent, ça ne peut pas nous aider à faire les choix. Pour pouvoir choisir les modèles, discriminer entre les modèles sur base de ces critères, il faut estimer au moins 2 modèles. Donc, mais pour illustrer les calculs, j'ai voulu vous présenter ces chiffres. Alors, là, c'est l'estimation et la qualité de l'ajustement, mais aussi un aspect des choix des modèles. Alors, parlons maintenant de l'inférence dans les modèles de régression linéaire. Alors, vous savez que pour faire l'inférence, il y a une hypothèse très importante que nous allons poser, c'est l'hypothèse de la normalité. Alors, dans toutes les hypothèses que nous avons vues, retenez que l'hypothèse de l'absence de multicollinéarité, c'est une hypothèse tout à fait spécifique au modèle de régression multiple. Parce que dans les modèles de régression simples, on ne pose pas l'absence de multicollinéarité. Parce que la multicollinéarité sous-entend les relations linéaires entre les variables indépendantes. Ok, ici, l'hypothèse de normalité nous permet de faire les tests d'hypothèse et il faut déjà savoir que la normalité sur les termes d'erreur a comme implication la normalité de paramètres des estimateurs. Dans ce cas, bêta 1 chapeau, bêta 2 chapeau et bêta 3 chapeau. Donc, en fait, ces paramètres, ces estimateurs ont comme moyenne, dans l'espérance mathématique de ces estimateurs, c'est bêta 1 pour bêta 1 chapeau, bêta 2 pour bêta 2 chapeau et bêta 3 pour bêta 3 chapeau. Rappelez-vous, parmi les propriétés des estimateurs de moins de carré, il y a l'absence de biais. Et nous avions dit que les estimateurs de moins de carré sont les meilleurs estimateurs linéaires non biaisés dans les théorèmes de Gauss-Markov. Alors, et les variances, si nous savons par ces théorèmes qu'il y a les moyens, et nous avons dit que ce sont aussi des meilleurs estimateurs, c'est-à-dire leur variance est minimale. Et ces variances minimales sont calculées comme suit. Ça, c'est la variance de bêta 2 chapeau, la variance de bêta 3 chapeau, la covariance entre les deux paramètres, ça montre en fait dans quelle direction l'effet des deux variables évolue. Est-ce que les deux variables agissent dans le même sens sur la variable indépendante ou est-ce que les deux variables agissent en sens opposé? Donc, ce qui vous permet de vous décider, c'est la covariance entre les deux variables qui est là. Et nous avons également la covariance entre bêta 1 et bêta 2, entre bêta chapeau et bêta 2 chapeau, la covariance entre bêta 1 chapeau et bêta 2, bêta 3 chapeau et la variance de bêta 1 chapeau. Donc, ce sont ces variances et covariances que nous permettent de faire l'inférence ou de faire le test d'hypothèse. Alors, je vais revenir, je vais généraliser un peu la formule de la variance. Mais je vais revenir un peu en arrière pour insister sur quelque chose. Alors, si vous avez les coefficients de corrélation entre les deux variables, ici nous sommes dans le cas d'un modèle de régression avec deux variables indépendantes, donc en dehors de la constante, vous avez les coefficients de corrélation entre x2 et x3. Alors, la variance des bêta 2 et des bêta 3, chapeau bien sûr, est exprimée, ainsi que de même que leur covariance, est exprimée en fonction du coefficient de corrélation entre les deux variables. Ce qui est au numérateur, chaque fois vous voyez, c'est S de 2, 1 moins R carré de 3. Donc, ça, en fait, qu'est-ce que ça représente? Ça représente les résidus de la régression dans laquelle la variable x2 est la variable dépendante et la variable x3, non, je réponds, ça représente les résidus de la régression
du modèle dans lequel x2 est la variable dépendante et x3 est la variable indépendante. Okay? Alors, dans la formule de la variance de bêta 3, c'est en fait les résidus de la régression dans lequel x3 est la variable dépendante et x2 est la variable indépendante. Alors, vous posez la question, mais pourquoi est-ce que vous avez R carré 2 indice 2, 3 dans les deux formules? Oui, parce que la corrélation, c'est une quantité symétrique. La corrélation entre x et y est égale à la corrélation, ou les coefficients de corrélation entre x et y est égal au coefficient de corrélation entre y et x. Voilà la raison. Maintenant, si vous avez plus un modèle qui a plus de deux variables, k est supérieur ou égal à 2, alors nous pouvons généraliser cette formule de la manière suivante. La variance de bêta k, donc n'importe quel bêta, sans compter la constante, c'est sigma carré qui est la variance du terme d'erreur divisé par SKK. S indice KK, c'est quoi? C'est la somme des carrés des écarts des valeurs de la variable XK par rapport à sa moyenne. Il faut bien retenir que vous multipliez par 1 moins R carré indice K. R carré indice K, c'est quoi? C'est les coefficients de détermination du modèle de régression dans lequel la variable X indice K joue le rôle de la variable dépendante et les autres variables du modèle jouent le rôle des variables indépendantes. Donc, vous devez bien retenir ça. C'est bien noté dans la projection. Donc, c'est de cette façon que vous pouvez calculer toutes les variables des coefficients de pente dans les modèles de régression multiple. Alors, une fois que vous avez la variance de chaque paramètre, alors dans ces cas-là, vous pouvez calculer la statistique du test de signification, où vous voulez voir si une variable spécifique a un impact ou un effet significatif sur la variable dépendante. Et vous décidez selon les règles que j'ai énoncées dans la vidéo précédente. Alors, là, nous avons vu comment vous pouvez tester la signification statistique d'un seul paramètre isolé. Mais nous pouvons aussi nous intéresser à tester des restrictions linéaires. C'est-à-dire, nous pouvons nous dire que dans un modèle où, par exemple, dans un modèle de la dépense de consommation, où nous avons comme variable dépendante la dépense de la consommation et comme variable indépendante les revenus disponibles, les taux d'intérêt, les remittances, les actifs financiers. Nous pouvons vouloir tester l'hypothèse telle que les remittances et les actifs financiers n'ont pas un effet significatif sur la consommation. À ce moment-là, la technique que je viens d'exposer, où il faut utiliser la statistique des students, ne va pas tenir. Il faut utiliser une technique qui provient de l'analyse de la variance ou l'analyse des variances. Alors, partant du modèle que nous avons, un modèle à 6 variables indépendantes, parmi lesquelles 5 sont authentiques et une de ces variables représente la constante. Nous pouvons vouloir tester l'hypothèse suivante. L'hypothèse nulle qui dit la variable x2 et la variable x3 n'ont pas un effet conjointement un effet nul ou n'ont pas un effet conjoint sur la variable dépendante. Comment peut-on tester cette hypothèse-là? La première chose à faire, c'est d'imposer la restriction. Ça, c'est la restriction. En fait, nous imposons deux restrictions. Vous imposez d'abord les restrictions sur les modèles de départ, qui est celui-ci. On va poser que bêta 2 est égal à 0 et bêta 3 est égal à 0. Et les modèles qui vont en résulter, c'est les modèles suivants, où nous n'avons pas
nous n'avons pas x3 et nous n'avons pas x2. Alors, dès que vous avez ces modèles réduits, qu'on appelle les modèles restreints, ou les modèles sur lesquels nous avons imposé les restrictions, alors vous avez en fait deux modèles à estimer. Le premier modèle, c'est le modèle qu'on dit un modèle sans restriction, ou le modèle full, ou le modèle complet. Vous estimez ces modèles, et vous estimez aussi les modèles restreints ou avec restriction. Et dans cette estimation, vous avez besoin uniquement de retenir la somme des carrés résiduels pour chaque modèle. Et dès que vous avez les deux sommes des carrés résiduels, vous pouvez alors calculer la statistique du test, qui est une statistique F, qui est calculée de la manière suivante. Vous regardez l'écart entre la somme des carrés résiduels restreintes et la somme des carrés résiduels du modèle non restreint, et vous divisez par le nombre de restrictions, qui sont ici indiquées par Q. Et vous divisez par la somme des carrés résiduels non restreintes divisé par le degré de liberté correspondant. En fait, vous voulez voir quelle est la proportion de l'écart entre la somme des carrés résiduels restreints du modèle restreint et la somme des carrés résiduels du modèle non restreint, pondéré par les restrictions ou son degré de liberté correspondant dans la somme des carrés résiduels du modèle général. Alors, voilà, j'ai expliqué ce qui représente chacun de ces termes. Alors, dans ces cas ici, quand vous avez trouvé votre statistique F, comment allez-vous vous décider? Vous allez rejeter l'hypothèse nulle, donc l'hypothèse qu'il n'y a pas d'effet significatif, si la statistique calculée, donc celle-ci, est supérieure à la valeur théorique de la distribution des Fisher, ce n'est d'accord, comme vous savez, des Fisher, avec Q degrés de liberté au numérateur et n moins k degrés de liberté au dénominateur, bien sûr au seuil des significations que vous avez choisi. Alors, je vais me résumer pour cette procédure. Première étape, c'est 4 étapes qu'il faut suivre. Première étape, estimer les modèles restreints et retenir la somme des carrés résiduels, qu'on va noter SCR, indice R. Et après, estimer les modèles complets, donc les modèles sans restriction, et aussi retenir la somme des carrés résiduels, et noter cela SCR, indice NR, non restreint, NR. Par la suite, vous calculez la statistique F et vous vous décidez, en quatrième position, de rejeter ou de ne pas rejeter l'hypothèse nulle. Et je vous ai dit dans les vidéos passées, ne dites jamais on accepte l'hypothèse nulle. Dites toujours nous n'avons pas suffisamment d'évidence pour rejeter l'hypothèse nulle, ou on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle, ou les données ne contiennent pas suffisamment d'évidence contre l'hypothèse nulle. C'est la manière statistique de dire les choses. Alors, pour un cas spécifique, où vous testez la signification jointe de toutes les variables indépendantes dans les modèles, dans ce cas, l'hypothèse nulle dit que bêta 2 est égal à 0, bêta 2 est égal à bêta 3, jusqu'à bêta k égale à 0. Tous les paramètres dépendent, tous les paramètres associés aux variables indépendantes que j'appelle authentiques sont conjointement nuls. Alors, quelle est la conséquence? C'est que les modèles restreints deviennent ces modèles ici. Donc, y est égal à bêta 1 plus le terme d'erreur. En d'autres termes, la valeur observée est égale à une constante bêta plus un terme aléatoire. Donc, on peut montrer que la valeur estimée de bêta 1 ici est en réalité égale à y bar, la moyenne arithmétique de y. Faites-moi cette démonstration et envoyez-moi ça. Je vais voir comment vous appliquez. Et alors, dès que vous avez fait cette réduction, alors la statistique du test est donnée comme ceci, c'est calculé la statistique du test que vous pouvez même exprimer en termes de R carré. R carré, donc la formule R carré. Alors pour ces tests-là,
Donc, ça, c'est la formule en termes de R carré. Donc, pour ces tests bien précis, nous avons ci-dessous les tableaux de l'analyse des variances. La décomposition de la somme des carrés totales de Y. Ici, nous avons la source de la variation. Donc, la variation de la variable, la variation totale de la variable expliquée. Donc, la variable expliquée, c'est la même chose que la variable indépendante. OK? Ce sont des termes synonymes. Alors, cette variation peut provenir de deux sources, soit de la régression, c'est-à-dire soit des variables indépendantes, soit de l'aléa, du résidu. Alors, c'est ainsi que on peut calculer la valeur, la quantité, la somme des carrés expliquée en fait, peut être calculée en pondérant en fait, en multipliant la somme des carrés totale par R carré. Et les degrés de liberté pour cette somme, c'est le nombre des variables indépendantes autonomes, petit k. On peut en trouver la moyenne. La valeur moyenne, c'est la somme des carrés expliqués divisé par le degré de liberté qui est égal à k. Et la deuxième composante de la variabilité, c'est les résidus, la somme des carrés résiduels, que vous pouvez trouver uniquement en multipliant la somme des carrés résiduels, la somme des carrés totales par la différence entre 1 et R carré. Donc, ça vous donne la proportion expliquée par les résidus. J'ai utilisé cette formule il n'y a pas longtemps, là, dans les calculs qui ont précédé. Et les degrés de liberté pour cette somme, c'est n-k. Alors, la somme de tout ça, la somme de toutes différentes composantes, en source, donne la somme des carrés total avec un degré de liberté de n-1. Alors, nous pouvons ainsi calculer trouver cette statistique en divisant les sommes moyennes en fait, qui proviennent des différentes sources. D'abord la source expliquée et la source non expliquée, et ça nous donne cette formule que nous avons là. Donc c'est les tableaux de l'analyse des covariances, l'analyse des variances pour cette hypothèse nulle. Alors, si nous pouvons déjà estimer, nous pouvons tester les hypothèses, alors nous pouvons également faire la prévision du modèle. Et retenez, bien que je n'ai pas prévu une section spéciale pour ça, les estimateurs de moins de carré sont blue. Ce sont les meilleurs estimateurs linéaires non biaisés. Donc, ça garde les mêmes propriétés, même lorsque nous sommes dans le cas d'une régression multiple. Alors, parlons de la prévision dans les modèles de régression multiple. Il faut retenir que la prévision, dans tous les cas, a pour objectif de projeter la valeur de la variable dépendante à un horizon H déterminé. Et généralement, nous avons deux types de prévisions. Vous pouvez faire une prévision dans l'échantillon, intra-échantillon, ou vous pouvez faire une prévision en dehors de l'échantillon, pour une valeur qui n'est pas dans l'échantillon. Et lorsque on a affaire aux séries temporelles, on verra ça dans le chapitre suivant, on va parler de séries temporelles, on peut avoir un horizon temporel assez explicite en termes de temps. Donc là, l'objectif, c'est projeter la valeur de la variable indépendante étant donné des valeurs bien spécifiques des variables indépendantes à cet horizon-là où nous voulons faire la prévision. Alors, dans cette procédure, dans ce processus de prévision, l'erreur de prévision est extrêmement importante parce qu'elle nous permet de juger la qualité de notre prévision. Alors, si nous avons des valeurs précises pour les variables indépendantes telles que les variables x1 à xk, et nous allons chercher la valeur de x à l'horizon t plus h. Ça peut être 2 mois, 3 mois, 2 trimestres, 3 trimestres, 1 trimestre, une année, ainsi de suite.
ces valeurs sont notées x, t plus 1, plus h plutôt, excusez-moi. Alors, si nous avons ces valeurs qui sont connues à cet horizon-là, nous pouvons écrire la valeur projetée de la variable dépendante en utilisant l'équation estimée. Donc, il suffira tout simplement de remplacer les nouvelles valeurs des valeurs indépendantes dans les modèles estimés et cela va nous donner la valeur projetée de la variable dépendante. Alors, parce que nous parlons de prévisions, quand nous parlons de prévisions, ce qui est important, c'est de pouvoir comparer les prévisions avec les réalisations. Alors, la réalisation de Y à l'horizon T est en fait égale à la valeur projetée plus l'erreur de prévision. Alors, c'est pourquoi nous pouvons écrire cela de la manière suivante. Y indice TH est égal à Y chapeau T plus H plus E, qui est l'erreur de prévision à l'horizon T plus H. En fait, Y chapeau T plus H n'est rien d'autre que cette expression que j'avais déjà là-bas. Alors, l'intérêt dans ce processus, c'est de juger la fiabilité de la prévision. Et nous dirons que notre prévision est fiable si sa variance est faible. Donc, la variance de l'erreur de prévision est faible. Alors, on dira que la prévision est fiable. Alors, l'erreur de prévision, c'est en fait la différence entre la valeur réalisée et la valeur projetée. Alors, ici, je ne fais que remplacer la valeur, l'expression de la valeur projetée ici en utilisant la notation matricielle. Et on peut démontrer que cette erreur de prévision a une moyenne nulle. Et comme un petit exercice, démontrer que cette erreur de prévision est en moyenne nulle. Et sa variance est calculée tout simplement en tenant compte des propriétés des différentes, en tenant compte des différentes hypothèses du modèle. Okay? Alors, peut-être j'aurai une séance où je vais vraiment faire ça à la main, vous montrer ça à la main pour les petites démonstrations dont vous avez besoin. Parce que ici, dans la projection, je ne peux pas le faire. Donc, la variance de l'erreur de prévision est donnée par cette expression. Donc, sigma carré plus cette expression. Donc, x' autant t plus h, multiplié par l'inverse de la matrice x', celle que nous avons utilisée pour estimer bêta, et multiplié par x autant t plus h plus 1. Alors, donc, l'erreur de prévision est ainsi distribuée normalement, donc, selon la loi normale, avec une moyenne nulle et la variance qui est égale à l'expression que nous venons de trouver tout à l'heure. Et par conséquent, nous pouvons calculer, nous pouvons tester la signification statistique de notre prévision. Tout simplement en utilisant la statistique du test qui est égale à Y chapeau moins YT à l'horizon T plus H. Et nous divisons par l'écart type de la variance des prévisions. Ok? Alors, ignorez-moi ces petits s ici, il n'y a pas de place ici. Les petits s là, ignorez-les. C'est une erreur de frappe. Donc, la variance, c'est ce qui est entre les crochets. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est en fait la racine carrée des s carré. C'est bon, c'est s carré. Donc, la racine carrée des s carré vous donne s, donc l'écart type de la variance des résidus. C'est en ordre, ok? Multiplié par la racine carrée de ce que nous avons ici, entre les crochets. Alors, cela suit aussi une loi de Student avec n-4 degrés de liberté et par conséquent, nous pouvons construire l'intervalle de confiance, l'intervalle de prévision, en utilisant bien sûr la formule suivante. Je crois que je vous ai démontré comment faire calculer l'intervalle de prévision pour un modèle de régression simple. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez même vos questions au niveau de la chaîne sous la vidéo, je verrai ça.
et je pourrai répondre à ces préoccupations si, bien sûr, beaucoup de gens posent la même question. Alors, notez ceci, que la variance, notre prévision sera de bonne qualité, pas seulement lorsque la variance prévisionnelle est faible, mais aussi, ce qui est en fait une conséquence, l'intervalle de prévision sera petit, ça ne sera pas trop large. Et la variance de prévision mesure en fait les degrés de précision avec lesquels nous faisons notre projection. Et il est toujours souhaitable d'avoir une variance de prévision qui est faible. Alors, ceci étant, voici l'exercice que je vous donne. Vous pouvez travailler sur ça et m'envoyer votre réponse. Je corrigerai et je vous renverrai ça. Alors, nous avons une entreprise dont la fonction de production est une fonction Cobb-Douglas avec comme facteur capital et travail. Et nous voulons estimer en fait les élasticités parce que alpha et bêta, ce sont en fait les élasticités de la production par rapport aux facteurs de production, respectivement le capital et le travail. Alors, parce que nous sommes en train d'utiliser les modèles de régression linéaire. Bien sûr, le temps viendra où nous parlerons des modèles de régression non linéaires. Mais ici, c'est encore un cas, une étape assez élémentaire de l'économétrie. Alors, comme nous avons un modèle non linéaire, nous avons l'obligation de les transformer en une spécification linéaire. Et une des meilleures transformations linéaires que l'on peut utiliser, c'est la transformation logarithmique. Pourquoi est-ce que c'est important d'utiliser la transformation logarithmique? C'est parce que la transformation logarithmique est une transformation monotone positive. Une transformation monotone positive, c'est une opération qui ne change pas les propriétés du modèle. Donc, nous transformons, nous utilisons cela pour linéariser notre modèle. Alors, les données sont là dans le tableau qui est à gauche. Donc, ici, vous avez les quantités produites et là, vous avez les quantités du facteur travail et les quantités du facteur, plutôt les quantités du travail capital, du facteur capital et les quantités du facteur travail ou la main-d'œuvre. Alors, tout ce que je vous demande, c'est d'estimer ces modèles qui est spécifié, de tester la signification individuelle et jointe des variables du modèle, de calculer et interpréter les coefficients des déterminations, de calculer les coefficients de détermination ajustés, de calculer la covariance entre les paramètres du modèle et puis interpréter les résultats. Donc, quand je dis interpréter les résultats, vous devez interpréter les signes des paramètres et aussi sur base de la théorie économique, et puis tester la signification statistique des paramètres, mais également interpréter les coefficients de détermination que vous allez trouver, que vous allez calculer. Voilà, mettez vos travail, résolvez l'exercice et envoyez-moi vos réponses. Pour aujourd'hui, je me limite là et je vous retrouve prochainement. Dans la vidéo prochaine, nous allons faire des applications empiriques sur logiciels. Ne manquez pas cela. Je vais prendre quelques logiciels les plus couramment utilisés et vous montrer comment estimer, comment tester les différents les modèles que nous allons estimer. Et je pourrai, bon, parce que je n'ai pas tous vos détails sur en fait, les emails et tout ça, sinon j'allais déjà vous envoyer les données que nous allons utiliser pour l'illustration empirique. Alors, pour le moment, je vous dis au revoir et je vous retrouve prochainement. Au revoir.